Alors, cette vidéo leçon a comme but la lecture, la compréhension et l'analyse de ces deux pensées tirées du recueil qui s'appelle Pensées, écrit, composé par Blaise Pascal et publié posthume, ça veut dire après sa mort, en 1669. Le titre qu'on a donné à ces deux pensées, cet extrait, c'est misère et grandeur de l'homme, parce que tout au centre de ces deux pensées, il y a cette double nature, hein. Donc une réflexion que l'auteur philosophe fait sur la double nature de l'homme. On va commencer par la lecture et puis la compréhension et la traduction des deux pensées, et puis on va l'analyser. La première pensée, la pensée 347, dit: L'homme n'est qu'un ressaut, le plus faible de la nature, mais c'est un ressaut pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer, mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent, parce qu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever, et non de l'espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale. On va la traduire, cette première pensée, e puis on va lire traduire la deuxième. L'uomo non è altro, quindi è solo una canna, la più debole della natura, ma è una canna pensante. Si fa riferimento la canna da zucchero, quello che di solito c'è accanto ai giunchi, accanto ai fiumi o ai laghi. Non c'è bisogno che l'intero universo si armi per schiacciarlo, per distruggerlo. Un vapore, una gocciolina d'acqua sono sufficienti per ucciderlo, ma quantunque l'universo lo schiacciasse, l'uomo sarebbe ancora più nobile della cosa, di colui che lo uccide, perché sa che muore e il vantaggio invece che l'universo ha su di lui, l'universo non lo conosce affatto, non ne sa niente. Tutta la nostra dignità consiste dunque nel pensiero. Questa riflessione ci riporta al discorso di Descartes, alla teoria, alla frase simbolo di Descartes che comunque riconduceva al pensiero, alla ragione, a questa facoltà, la supremazia dell'uomo sul resto del creato e soprattutto come dire, alla rappresentazione, alla giustificazione della sua esistenza. È da lì che bisogna rialzarci e non dallo spazio o dal tempo, quindi dalla durata, che noi non sapremmo riempire. Lavoriamo dunque a pensar bene, ecco il principio della morale. La deuxième pensée, on va la lire et puis on va la traduire. En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout l'univers muet et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même et comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire, ce qu'il deviendra en mourant, incapable de toute connaissance, j'entre en foi comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître où il est, et sans moyen d'en sortir. Et sur cela, j'admire comment on n'entre point en désespoir, et dans si misérable état. Je vois d'autres personnes auprès de moi d'une semblable nature. Je leur demande s'ils sont mieux instruits que moi, ils me disent que non. Et sur cela, ces misérables égarés, ayant regardé autour d'eux et ayant vu quelque objet plaisant, s'y sont donnés et s'y sont attachés. Pour moi,
je n'ai pu y pondre d'attache, et considérant combien il y a plus d'apparence qu'il y a autre chose que ce que je vois, j'ai recherché si ce Dio n'aurait point laissé quelques marques de soi. Allora, procediamo con la traduzione. Vedendo l'accecamento e la miseria dell'uomo, guardando tutto l'universo muto e l'uomo senza luce, abbandonato a se stesso e come perduto in questo angolino dell'universo, senza sapere chi ce l'ha messo, cosa sia venuto a fare e ciò che diventerà morendo, incapace di qualsiasi conoscenza, io entro in affanno, quindi mi sento sgomento, come un uomo che si è portato addormentato su un'isola deserta e spaventosa e che si sveglia senza conoscere, senza sapere dove si trova e senza alcun mezzo per poterne uscire. E a partire da ciò, e su questo io ammiro come non si entri affatto in una disperazione, come non ci si senti disperati uno stato così miserabile. Io vedo altre persone intorno a me di una mia simile natura, di una natura simile alla mia. Domando loro se sono più istruiti di me e mi rispondono che non lo sono. E su questo, a partire da ciò, questi miserabili persi, avendo guardato intorno a se stessi e avendo scorto, visto qualche oggetto piacevole, si sono completamente dati, quindi si sono completamente attaccati a questi oggetti. Qui il riferimento quindi all'umanità che ricerca nelle cose materiali, negli oggetti concreti della realtà, la giustificazione della propria esistenza. Per me, io non sono, per quanto mi riguarda, non sono riuscito a trovare interesse in questi oggetti materiali e considerando come ci sia più apparenza in tutte le cose che io ho più visto, cioè ci sia, quanto siano false, siano soltanto apparenza e non contengano invece la vera essenza delle cose, ho cercato, se mi sono chiesto se Dio non avesse lasciato qualche marchio, qualche segno di sé. Quindi in questo caso la differenza tra il resto dell'umanità, e qui il riferimento è anche indiretto ai gesuiti, quindi un'opposizione della visione gianzinista e gesuita, quindi il filosofo, in questo caso Pascal, utilizza la conoscenza e quindi questa facoltà della ragione per cercare i segni dell'esistenza di Dio. Questo è il messaggio. En ce qui concerne l'analyse de ces deux pensées, on peut voir que il s'agit d'une réflexion sur la faiblesse de l'homme, on l'a déjà dit, sur la double nature de l'homme. L'homme, au début de la première pensée, est comparé à un roseau perdu au milieu de l'univers. Et on voit que on peut retrouver les deux différents champs lexicaux qui se réfèrent à cette double nature. D'une partie, il s'agit d'un roseau, il ressemble à un roseau qui représente la faiblesse et un néant de la nature, une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Donc, il s'agit d'un élément de la nature vraiment qui peut être écrasé, qui peut être tué d'une manière très simple. Mais où réside donc la dignité? C'est dans la pensée, hein. La dignité de l'homme, c'est dans la pensée, parce que c'est pour ça que l'autre partie, hein, de cette dichotomie, c'est le fait que ce roseau est un ronceau pensant, qui a la faculté de penser.
Et comment on peut voir d'un point de vue stylistique que cette opposition de la double nature, donc la faiblesse d'une partie et la grandeur de l'autre partie, est représentée d'une manière, comment dire, stylistique, linguistique, à travers l'utilisation de ces connecteurs logiques. Mais, mais, deux fois donc. Mais représente l'opposition. L'homme est faible, mais et donc il représente la misère, mais il est grand parce qu'il a la faculté de la pensée. Et donc représente la conséquence, ça veut dire que la dignité de l'homme réside dans la pensée. Ben, l'homme sait penser et à travers cette pensée, il connaît, il comprend que cela, c'est sa grandeur. Et quel est donc le principe de la morale? Comment l'homme doit utiliser cette connaissance en bien penser. Bien penser, ça veut dire utiliser cette faculté d'une manière positive. Et donc, c'est à travers la métaphore du réseau pensant que Blaise Pascal représente, symbolise, exprime cette double nature de l'homme. De l'autre partie, dans la deuxième pensée, nous voyons qu'il y a une autre figure du style. Dans la première pensée, la figure du style utilisée est la métaphore. Dans la seconde, c'est la comparaison. Il y a l'utilisation de ce mot comme qui propose la représentation de l'homme dans l'univers comme un homme qui est laissé tout seul sur une île déserte et effroyable. Alors, ici, nous avons cette opposition entre l'homme et la nature et l'univers. L'homme est représenté comme égaré, incapable de connaissance, égaré, perduto, dans l'univers, qui est décrit comme une île déserte et effroyable. Le monde, l'univers, donc la terre, le monde, est représenté comme quelque chose d'effroyable, qui fait peur. Et l'homme è laissé tout seul, il est aveugle, cieco, misère, il est misérable, il est sans lumière. Qui c'è un'altra, il y a une autre explication, une autre représentation du fait qu'il est un aveugle. Il est abandonné à lui-même. Il est incapable de toute connaissance parce qu'il dit il ne sait pourquoi il se trouve sur la terre et quel sera son destin. Et puis donc les hommes, quand ils se réfèrent aux personnes qui sont auprès de moi, l'auteur se réfère à l'humanité tout entière. En effet, il dit c'est une nature semblable, pareille à la mienne. Donc, il se réfère à l'humanité qui s'attache aux objets plaisants, c'est-à-dire au divertissement, aux choses de la terre, et non pas aux choses de l'âme, c'est-à-dire à Dieu. Cette opposition est surtout la représentation de l'homme qui est laissé tout seul dans l'univers et sur la terre, se accomplit encore une fois à travers l'utilisation de connecteurs comme sans. L'homme est représenté sans connaissance, sans lumière, sans moyen de sortir de la situation de son existence. Et il est donc égaré, sperduto sur cette île déserte. Et quelle est la différence entre l'humanité tout entière et le philosophe et Pascal? Si vous voyez dans le dernier paragraphe s'ouvre avec cette expression pour moi. Donc il y a une focalisation sur sa pensée, sur sa considération de la vie. Et donc il n'accepte pas de s'attacher au divertissement, aux choses de la terre, mais il va rechercher quelque chose qui va au-delà de l'apparence, c'est-à-dire Dieu, la perfection. Et donc,
il pense, il est sûr qu'il existe quelque chose, comme déjà Descartes avait dit, s'il existe une idée de perfection, cette perfection est représentée par Dieu. Et Pascal aussi recherche cette perfection au-delà de l'apparence des choses.